Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Cette semaine, et alors que les massacres se poursuivent à Gaza, où les habitants entament le mois de Ramadan sous le feu et les privations en tout genre, Sa Majesté le roi Mohamed VI, en sa qualité de président du comité Al-Quds, a ordonné l'envoi d'une aide humanitaire massive. Ces 40 tonnes de produits divers alimentaires et médicaux qui ont été acheminés et ont été réceptionnés et prises en charge par le Croissant Rouge palestinien. En plus de l'aide institutionnelle, déployée notamment à travers la Fondation Mohamed V pour la solidarité, la diplomatie marocaine a fait savoir que le roi Mohamed VI avait décidé de prendre en charge sur ses deniers personnels une grande partie de l'aide acheminée, dont particulièrement celle destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Le Maroc fait ainsi partie des très rares pays autorisés par Israël à acheminer des aides aux Palestiniens soumis à un début de famine, selon l'ONU. Il s'ajoute ainsi aux États-Unis, à la France, à la Jordanie, au Royaume-Uni et à l'Égypte. Mais l'itinéraire emprunté évite le largage de la détérioration des aides envoyées depuis les airs. En seconde partie, nous reviendrons sur cette conférence donnée à Rabat par Mme Bahija Simou, directrice des Archives royales, sur la relation historique qui unit le Maroc à son Sahara, et pas le Sahara dans son acceptation géographique actuelle, mais le Sahara beaucoup plus large et profond dans le continent. Mme Simou explique que le travail des Archives royales consiste à collecter, classer, conserver et communiquer. C'est ce qu'elle fait et ce faisant, elle nous apprend beaucoup sur notre histoire, à nous et à d'autres. Nous traiterons de ces deux thèmes avec nos invités. Mostafa Sahimi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Notre professeur de droit, vous êtes aussi politologue. Merci à vous. Sharqawi Roudani, merci d'être avec nous. Ce soir, vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V et spécialisé dans les questions de stratégie et de défense. Driss Issaoui, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes analyste politique et économique. Donc, on passe directement au premier axe. Alors que la guerre et les massacres se poursuivent à Gaza et dans les territoires occupés, les aides commencent à arriver, mais sans parvenir à combler les besoins. Les Palestiniens manquent tout simplement de tout. En plus de son appui diplomatique et ses efforts pour faire cesser le feu, le Royaume du Maroc, avec une poignée de pays, a acheminé des aides à Gaza dans les territoires. Je commence par vous, Mostafa Sahimi. Dans l'extrême complexité de la question palestinienne, comment et avec quels moyens œuvre le comité Al-Quds, dont Sa Majesté le Roi est le Président, après que feu Sa Majesté Hassan II l'eût été également. Une question pour vous, tour de table. Il faut rappeler d'abord que le comité Al-Quds a été créé en 1975 par la 6e conférence de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique. C'est important. Il y a eu d'autres comités qui ont été créés à cette occasion. Et il a été mis en place en 1998. Il a fêté d'ailleurs ses 25 ans l'année dernière et c'était Feu Sa Majesté Hassan II Al-Mahmoud qui avait été désigné président et c'est Sa Majesté Mohamed VI qui a été également désigné dans la tête de ce comité. Alors c'est un comité qui est important, qui comprend 15 États membres et qui a un certain nombre de missions. Missions notamment pour ce qui est de la préservation du statut d'Al-Quds, Al-Sharif, l'aide aux populations et des actions sociales. Sur ce plan-là, le Maroc se distingue par une politique dynamique de consolidation d'un certain nombre d'orientations, lesquelles qui sont exprimées par le souverain et par le Maroc en différentes circonstances. Le siège est à Rabat, il faut le dire. Le budget annuel est depuis 25 ans, c'est à peu près 70 millions de dollars. Il faut dire qu'à peu près 80% du budget du comité Al-Quds est assuré par le Maroc. Son budget annuel étant entre 4 et 5 millions de dollars par an. Donc c'est extrêmement important, 80%, alors qu'on aurait pu penser que les 14 États membres fassent montre davantage de générosité, de solidarité. Ce n'est pas le cas, il faut le relever. Deuxième point, le fait que le souverain soit président du comité Al-Quds lui confère une responsabilité particulière, évidemment. C'est intéressant, c'est le seul chef d'État arabe qui a mis le Mouminin. C'est absolument. Et oui, et c'est la conférence islamique qui a donné ce statut au roi du Maroc. Donc, parce qu'il est gardien de la foi, et il a peut-être des commandeurs des croyants, Amir Mouminin, et à ce titre-là, il a peut-être une qualité supplémentaire, pour l'être. une légitimité supplémentaire par rapport à d'autres chefs d'État arabes. Passons.
l'action du souverain se déploie sur plusieurs niveaux. Premier niveau, au plan diplomatique. Il y a constamment des prises de position du souverain pour attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe à Al-Quds. Il y a eu des appels téléphoniques, des courriers envoyés au président américain. Ouais. Je peux vous donner le président Trump, tout ça, etc. Il y a eu également des saisines du Conseil de sécurité à différentes reprises. Également d'autres correspondances et interpellations touchant la communauté islamique. Ça c'est quand même important. C'est important, c'est-à-dire il y a là une mission. Deuxième mission, ce qui est fait de manière concrète pour le comité Al-Quds. Ça, on y reviendra dans le courant de l'émission sur les... Oui, alors simplement, en un mot, c'est améliorer la situation des citoyens. Des citoyens d'Al-Quds à différents égards, et on va sûrement y revenir. Même question, donc, comment fonctionne le comité Al-Quds? Qu'est-ce que vous auriez ajouté sur ce qu'a dit Mustafa Sahimi? Oui, bon, la première chose, ce qui est très important, c'est que cette fondation qui a été créée, cette comité qui a été créée en 1975, le Maroc, c'est le premier pourvoyeur des fonds de cette comité. C'est très important, à l'échelle internationale et à l'échelle du monde arabe ou musulman. Deuxième chose qui est très importante, c'est que Sa Majesté, en sa qualité du président de cette comité, n'a cessé d'œuvrer pour la préservation du statut religieux, historique et aussi coexistentiel d'Al-Quds. Donc, on se rappelle très très bien la lettre qui a été envoyée au président américain Donald Trump lorsqu'il a décidé de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Al-Quds. Donc, et de fait, aujourd'hui, effectivement, donc cette comité, c'est une comité à une dimension stratégique dans la paix, dans la préservation de certains caractères, de certains équilibres dans le conflit israélo-palestinien ou bien israélo-arabe depuis très longtemps. Et depuis, nous avons assisté à plusieurs initiatives de Sa Majesté, le roi en tant que président du comité, pour essayer de recadrer la politique israélienne dans le Quds. Et aussi, n'oublions pas que depuis sa création, il y avait donc une certaine solidarité marocaine, hein, il faut le dire avec courage, parce que n'oublions pas que depuis longtemps, il y a certaines taxes de TVA qui ont été extraites pour le fonds de cette comité pour soutenir les besoins sociaux, les besoins aussi des marques d'ici dans le procès. De fait, aujourd'hui, cette comité joue un rôle pivot central dans la préservation de l'identité interreligieuse et dans l'identité aussi d'Al-Quds. N'oublions pas que la visite, par exemple, du pape François, c'est une visite qui était historique, avec un appel qui est très... appel d'Al-Quds, avec le roi de la Jordanie, avec qui Sa Majesté entretient des relations très intimes et très stratégiques et très amicales. Donc, il y a continuellement des communications téléphoniques et des échanges sur le statut, sur aussi le rôle et sur le devenir d'Al-Quds en tant que pilier interreligieux et entre les religions et de la coexistence des religions monothéistes. C'est ce que Driss Aissaoui, je voulais arriver aussi à ça. Les chefs d'État étrangers, essentiellement américains, se sont aussi adressés à Sa Majesté le Roi à plusieurs reprises, Joe Biden, de mémoire déjà, en sa qualité de président du comité Al-Quds. Avec les problèmes qui peuvent se passer au Moyen-Orient, on a sollicité l'intervention royale. Absolument. Je me rappelle de cette lettre. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Très, très rapidement, le comité Al-Quds est un outil extraordinaire dans les mains de la diplomatie marocaine. On dit que le Maroc qui préside, c'est-à-dire Hassan II, et après la mort du défunt roi Hassan II, les ennemis du Maroc se sont posé la question: est-ce que le roi Mohamed VI va pouvoir prendre le relais? Qu'est-ce qu'il va faire, etc. Or, il se trouve que le roi ça ne posait pas de problème, ça, dès le départ. Aucun problème, au contraire. Aujourd'hui, le comité Al-Quds est un comité extraordinaire et il est là. Son rôle, c'est de préserver la pluridisciplinarité
de la ville d'Al-Quds. Parce qu'il y a les chrétiens, les juifs et les musulmans. Pluridisciplinarité et pluriconfessionnalité aussi. Plusieurs confessions. Il faut garder, disons, cette pluridisciplinarité, il fallait garder ça. Le problème, c'est que les juifs, particulièrement ceux de l'extrême droite, ont toujours essayé d'effacer de manière définitive ce caractère multidimensionnel, multi-religieux. C'est avec les interventions diverses du comité. Mais aujourd'hui, le comité Al-Quds, je n'ai pas voulu parler de Beit Mal Al-Quds, qui est autre chose. Oui, c'est un fonds de solidarité et d'action du Maroc qui est financé sur des taxes parafiscales et prélevé sur les revenus des Marocains, versé au Beit Mal Al-Quds, et il fait des actions extraordinaires. Son siège est à Rabat aussi. Alors, ce sont des outils, comme je vous l'ai dit, dans les mains de la diplomatie marocaine, et ça permet au roi du Maroc de pouvoir parler au nom de la diversité et de cette ethnicité extraordinaire. D'ailleurs, les contacts ne se sont jamais départis, effectivement, entre Sa Majesté et le roi et les différentes factions palestiniennes. Mustafa Shahimi, il a commencé, donc, Driss Essaoui a commencé de parler de Beit Mal Al-Quds. Cette action, donc, décidée par Sa Majesté, a été faite aussi grâce à l'action décisive et ultra professionnelle, on va le dire, parce que c'est comme ça, on va se faire plaisir, des forces armées royales. Oui, tout à fait. Vous avez raison de le relever. Je voudrais auparavant rajouter un point, si vous le permettez. Qu'est-ce qui fait que la cause palestinienne est au premier rang des causes nationales au même titre que la cause du Sahara? D'abord, l'engagement du Maroc, l'engagement historique aux côtés des forces de la Palestine et des forces arabes. Quand même, il faut rappeler l'engagement du Maroc en 1973, l'engagement au Golan, etc. Et le fait que le Maroc a une position d'intermédiation militante prenant en charge les droits légitimes du peuple palestinien. S'y ajoute le statut de président du comité Al-Quds. Et c'est pour ça que nous sommes partie prenante, même si le Maroc n'est pas en première ligne. Nous sommes en arrière ligne, mais nous sommes diplomatiquement en première ligne parce que nous avons des atouts qui font que la voix du Maroc est prise en considération. Vous avez fait référence d'ailleurs à la position américaine. Alors, comment ça se traduit en l'espèce avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et la politique de répression et d'effacement qui est poursuivie par les autorités israéliennes? C'est la réaction du Maroc. La réaction du Maroc, c'est une réaction de solidarité. D'abord, les réactions diplomatiques. Le Maroc a condamné dès le 8 octobre, vous savez, dès le lendemain, ce qui s'était passé. Donc, la position du Maroc est montée crescendo en fonction des événements qui se passaient sur la scène moyen-orientale. Le Maroc a condamné ce qui s'est passé, les massacres du 7 octobre, il faut le dire, organisés par Hamas, mais le Maroc a réitéré sa position en différentes circonstances, aux Nations Unies, ailleurs, etc., pour dire qu'il faut prendre en charge les droits légitimes du peuple palestinien sur la base de ce qu'il a toujours proposé, la formule des deux États avec le Quds Sharif, donc comme capitale l'État palestinien. Sur ce plan-là, la position est constante. Maintenant, ça c'est l'affirmation de position, maintenant il y a l'opérationnalité, il y a l'expression de la solidarité, donc solidarité agissante. Ça s'est traduit par la décision royale d'envoyer donc une aide alimentaire dans des conditions exceptionnelles. Je pèse mes mots. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que d'abord c'est inédit. Tout le monde a essayé le largage, les Américains, première puissance, etc., préoccupés par la situation humanitaire, envoyaient donc des avions avec du largage. D'autres pays aussi ont fait du largage. Il y en a 4 ou 5, etc., notamment dimanche dernier, dimanche 10 mars, etc. Mais ça se heurtait à quoi? Ça se heurtait au fait que les Israéliens, d'abord, les denrées alimentaires larguées n'arrivaient pas toujours en bon état. Ça donnait lieu à des incidents, à des blessés, à des morts, parce qu'il y a des mouvements de panique, etc. Il y a aussi les difficultés faites par les Israéliens à l'entrée de produits alimentaires au poste frontière de Rafah, vous le savez. Et donc, il fallait faire autre chose. C'est une opération air-terre
Ça, c'est inédit. Air-terre monté par le Maroc. Air avec la mobilisation de 40 tonnes de denrées alimentaires, plus le fait qu'il y a eu également le prolongement de cette action d'aide alimentaire avec la sécurisation des transports terrestres qui sont arrivés, et les denrées alimentaires ont été reçues par qui? Par le Croissant Rouge palestinien. Je voudrais dire ceci, il y a là une ingénierie diplomatique, logistique et sécuritaire qui est exceptionnelle. Parce que monter une opération comme ça, c'est des semaines de préparation avec les aspects diplomatiques, sécuritaires, logistiques, etc. Et ça a été mené à bain de fer, il n'y a pas eu d'entrave, et les denrées alimentaires arrivent donc sur... Un jour, on va faire une émission, on en parlait hors antenne, une émission sur les différents rôles des forces armées royales, oui, et donc ces missions humanitaires. Cherkaoui Roudani, ça a été dit, je reviens sur ça avec vous, la diplomatie marocaine a toujours dit que la question palestinienne est la priorité du Maroc en politique extérieure, bien entendu, avec l'affaire nationale du Sahara marocain. Dans cette situation moyen-orientale, le fait d'être en discussion avec tout le monde ne favorise-t-il pas justement ce rôle du Maroc dans le fait de trouver une solution? Ben, écoutez, moi, avant de répondre à cette question qui est très importante, j'aimerais bien revenir auparavant à cette question qui a été posée à notre ami Sahimi. Écoutez, dans la géopolitique de l'aide humanitaire, il faut essayer de peser un petit peu ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, c'est grandiose. Aujourd'hui, le Maroc, avec un acte inédit, d'accord, avec une doctrine civile-militaire, parce qu'il ne faut pas aussi minimiser le fait d'un pont aérien entre le Maroc et Israël. D'ailleurs, là, on pèse l'importance, d'accord, de l'accord trilatéral entre le Maroc, les États-Unis et Israël, parce que là, ce pacte qui a été signé entre les trois pays a joué un rôle très important. N'oublions pas aussi, M. Bousta, la médiation entre Sa Majesté et Joe Biden pour l'ouverture du passage frontière d'Al-Anbi. D'accord, ce qui a permis aux Palestiniens d'avoir un accès et de commercer et de marchander avec les Jordaniens. N'oublions pas plusieurs initiatives royales dans ce sens-là. Donc, et de fait, aujourd'hui, dans un contexte où il y a un blocus sur Gaza, où il y a une guerre sans limite que mènent les Israéliens sur Gaza, et que les Gazaouis souffrent, surtout avec le Ramadan, tout ça, donc Sa Majesté, d'accord, à travers une initiative, à travers une stratégie diplomatique, arrive de convaincre. D'ailleurs, déjà, il faut essayer d'analyser les choses à l'échelle micro. Comment vous pouvez convaincre les Israéliens maintenant de passer par le passage, à travers un passage terrestre, et de mener, donc, et d'acheminer les aides humanitaires marocains, et donc de les faire entrer à Gaza. Ça montre que vous avez un grand roi, un grand commandant, un grand chef à l'échelle internationale, parce qu'aucun pays à l'échelle internationale n'a pas pu faire ça. On a pu avoir, c'est ce qu'on disait il y a un instant, voilà. On a pu avoir des relations à égalité avec pratiquement tous les protagonistes, qu'ils soient sur le terrain ou qu'ils soient... Effectivement. Et de fait, aujourd'hui, on voit le respect qu'a Sa Majesté chez toutes les parties prenantes dans le conflit à l'échelle du Proche-Orient. Et donc, je pense aujourd'hui, cette dimension, cet acte qui a de dimension stratégique et de dimension donc, très, très importante à l'échelle des relations du Proche-Orient, montre qu'il y a une percée. S'il y a une percée d'acheminer aujourd'hui l'aide humanitaire par le passage par des voies terrestres, c'est-à-dire qu'il y a maintenant, je pense, une percée diplomatique du Royaume du Maroc à l'échelle de la matrice globale qui gère ce conflit. C'est-à-dire que le Maroc, je pense aujourd'hui, est dans une bonne position pour jouer un rôle très important dans l'apaisement et dans la stabilité de la situation. Alors justement, Cherkaoui Roudani, merci de soulever ça. Je me tourne vers vous, Driss Essaoui, sur l'aspect diplomatique des choses. On se rappelle que dès le début des hostilités, c'était le Maroc qui avait demandé une réunion de la Ligue arabe. Absolument. Et depuis, le Maroc a toujours été, le Royaume a toujours été sous l'impulsion de Sa Majesté, a toujours été à l'avant-garde, on va dire en arabe, des initiatives qui sont faites. Une grande partie des initiatives, pas toutes, mais une grande partie des initiatives. Écoutez, ce que je voudrais vous rappeler, et je pense que Midi 1 TV a relevé la chose, ils ont obtenu un entretien exclusif avec l'ambassadeur de France au Maroc, qui a loué les valeurs et la qualité de l'intervention de Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour dire qu'en fin de compte, la France et le Maroc,
Ils sont sur le même pied d'égalité et ils veulent essayer de faire. Eux n'ont pas fait la même chose que les Marocains. C'est ça le problème. Mais le Maroc a eu cette intelligence pour faire de la diplomatie le meilleur moyen de faire parvenir l'aide à qui de droit. Pourquoi? Parce que nous avons déjà, ne l'oublions pas, nous avons un accord, les accords d'Abraham qui lient le Maroc, Israël et les Palestiniens, etc. Le Maroc n'a jamais dit qu'il allait oublier, qu'il allait passer sous silence les droits des Palestiniens. Jamais. L'accord tripartite lie le Maroc, les États-Unis et Israël. Absolument. Mais tout de suite après, on s'en rappelle, Sa Majesté avait pris contact avec Mahmoud Abbas, qui lui avait donc embarqué. Oui, pour leur dire, nous sommes avec vous, nous sommes avec les Palestiniens qui sont éloignés, qui sont expatriés, nous sommes pour la solution des deux États. Et ça, Netanyahou ne veut pas l'entendre. Ah bah ça, Il ne veut même pas en parler, il ne souhaite pas en parler. Pour eux, la solution des deux États ne devrait même pas exister et que de toutes les manières, parce qu'aujourd'hui, on est à 31 000 ou vers 35 000 morts. C'est des femmes, des enfants, des vieillards, des malades, etc. Alors, on ne parle pas de Rosada Essaïssaoui, on parle justement de l'approche diplomatique. Oui, mais l'approche diplomatique de quoi? De la question palestinienne, de Gaza, de Hamas. Et on est là. Et on est en train de parler de ces personnes-là. Oui. Ces personnes sont dans la difficulté la plus grave. Et il fallait le soulever. Et c'est pour cela que le Maroc peut le faire. Il a la voix du comité Al-Quds, il a la voix de Beit Mal Al-Quds, il a tous les moyens. Et les moyens aussi il a aussi pour faire. Cette relation privilégiée qu'il a avec Israël qui lui permet de lui dire toutes les vérités qu'il faut en face sans avoir peur de le brusquer, ni de le réveiller de sa torpeur. Au-delà, Mustafa Sahibi, au-delà de cette question, on a des aides humanitaires qui étaient une opération à succès. On va pas s'en réjouir parce que c'est le malheur des gens. Mais au-delà de cette opération de distribution d'aide, d'acheminement d'aide à Gaza, c'est le Maroc qui s'impose finalement sur le plan international comme étant un faiseur de paix qui arrive à parler avec tout le monde. C'est quelque chose qui est apparu de manière absolument flagrante. Alors est-ce qu'on peut considérer, et on terminera sur ce sujet avec vous, est-ce qu'on peut considérer que le Maroc sera inévitablement autour de la table de négociation quand on en arrivera aux négociations? Vous avez raison de le relever. Le moment venu, il faut espérer que ce soit dans les meilleurs délais, quand il y aura un processus sérieux, conséquent, engagé pour la recherche d'une solution à la question palestinienne, nul doute que le Maroc sera associé. Sera associé soit directement, soit indirectement, du fait précisément de ses positions. Je voudrais revenir en quelques mots sur l'aspect diplomatique que vous avez évoqué. Qu'est-ce qu'on a? Le Maroc, il a quoi pour avoir ce statut privilégié qui a été relevé par mes camarades ici présents? Le leadership royal. C'est un leadership, c'est un leadership personnel, moral, politique et diplomatique. Soulignons-le tout en discrétion et en sérénité, pas le côté tapageur qu'on entend un peu partout dans le monde. C'est une diplomatie qui ne gesticule pas. Voilà. C'est une diplomatie qui se garde des postures. Qui est dans l'action. Oui, c'est une diplomatie qui fait un travail de fond. Alors, pourquoi il y a ce statut du Maroc, le leadership royal? 1. 2. La visibilité et la crédibilité des réformes engagées au Maroc. C'est un élément qui nourrit le leadership. 3e point, les positions médianes du Maroc. Le Maroc, depuis toujours, a été pour la diplomatie et la négociation. 4e point, comment il a élargi son action diplomatique? Il a élargi à la dimension humanitaire. Et je voudrais vous rappeler en quelques phrases en quoi cette action humanitaire distingue la diplomatie marocaine de la diplomatie d'autres pays. Je vais vous rappeler, par exemple, que depuis les années 60, il y a eu des opérations de maintien de la paix. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y a eu 75 000 militaires des phares qui ont participé à ces opérations de maintien de la paix. Il y en a une quinzaine. Aujourd'hui, mars 2024, il y a 1720 soldats des forces armées royales qui sont engagés dans 14 opérations de maintien de la paix.
Vous voulez que je rappelle, je rappelle l'histoire? En Afrique, au Kosovo, à Haïti, ailleurs, etc. C'est important, le détail est connu. Et je vous dis par là que c'est une action diplomatique humanitaire qui s'est vérifiée lors de la pandémie Covid. Quand même, je vais donner le chiffre. Lors de une aide médicale a été apportée par les forces armées royales sur place auprès de 15 pays africains. Un hôpital de terrain. Vous savez combien on a distribué de masques? 8 millions de masques. Il faut le rappeler. Donc c'est extrêmement important. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Pour vous dire que cet aspect-là fait que nous avons une diplomatie qui se distingue par rapport aux diplomaties classiques d'autres pays, parce qu'elle a un plus, elle a une valeur ajoutée, c'est la diplomatie humanitaire. Merci. On passe donc au second. J'aimerais bien juste rajouter un point très important. Par exemple, quand on parle de la diplomatie marocaine, il ne faut pas oublier, par exemple, la crise du fleuve de Mano. D'accord, avec le Sierra Leone, les pays qui étaient prêts à rentrer en guerre. Et lorsque Sa Majesté est intervenu pour résoudre l'équation, le système d'équation de conflit. N'oublions pas aussi la crise libyenne, le rôle que joue le Maroc pour restaurer la paix et la sécurité et pour faire rassembler tout le monde autour d'une table et sur une table pour discuter l'avenir de la Libye. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est marquant et qui a créé et qui a donné au Maroc un aura à l'échelle internationale, qui a permis au Maroc de continuer avec sagesse, avec sérénité, avec responsabilité, de mener avec une diplomatie humanitaire, ce qui est en train de se faire maintenant et à l'instant même à Gaza et à Al-Quds. Alors, tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui est bien entendu le fruit d'un passé, et bien entendu le fruit d'une histoire, d'une longue tradition, aussi bien diplomatique que royale. Et vous avez remarqué la transition, donc, pour passer au deuxième sujet, avec cette intervention remarquée, puissante et immensément riche de Madame Bahija Simou, directrice des Archives royales, qui a fait dernièrement au forum de l'agence Maghreb Arabe Presse une sortie aussi bien académique que médiatique. Madame Simou a articulé sa conférence autour de 3 axes: la souveraineté du Maroc sur les provinces sahariennes, le Sahara marocain à l'ère de la dynastie alaouite et enfin la planification du morcellement de l'intégrité territoriale par le colonialisme. Je commence donc par vous, Driss Aissaoui. La souveraineté du Maroc sur les provinces sahariennes, et précise Madame Bahija Simou, le mot province n'est pas à prendre dans son acceptation actuelle. En fait, je sais que vous avez suivi cette conférence extrêmement intéressante et je la recommande à tout le monde pour la suivre parce qu'on apprend des choses. C'est une très belle conférence qui a été d'ailleurs captée par une chaîne de télévision marocaine. C'est un enregistrement qui est excellent et c'est une dame, c'est une historienne. Elle est là et c'est très rare où elle prend la parole. Elle a pris la parole en public. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que le Sahara a toujours été, et d'ailleurs chez elle, c'est consigné dans les documents historiques qui sont répertoriés au niveau du service qu'elle dirige, à savoir les documents de la librairie royale. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, c'est-à-dire, ils vous donnent une expression concrète de la marocanité de ces territoires. Par quoi? Ce sont des courriers, ce sont des décisions qui sont prises par les sultans, par les rois, quand ils nomment un chef, un wali ou quelqu'un sur cette région pour lui dire « j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela ». Et en fait, la gestion au quotidien de ces territoires, qui ne sont pas que c'est des provinces. Quand on parle de province, ça veut dire que c'est une unité à l'intérieur d'une entité grande qui est le Royaume du Maroc, qui est très libre. C'est-à-dire quand on dit ça, on n'est pas là en train de limiter géographiquement l'espace. C'est un espace qui est immense et grave. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Le mot province ne veut pas dire une petite... Iqlim. Voilà. C'est-à-dire la province selon son acceptation actuelle moderne. Absolument. Qui est un découpage territorial relativement restreint. C'est un découpage large pour dire que c'est la partie du Sahara qui appartient au Maroc. Et elle a amené beaucoup d'exemples pour dire entre les rois du Maroc et les gens qui sont sur place, pour dire que, en fin de compte, ce sont des relations qui sont très anciennes, elles sont datées, et les documents, paraît-il, existent. Depuis l'historien
du palais royal qui est mort aujourd'hui, c'est Ben Mansour. Voilà. C'est Abdulwahab Ben Mansour. C'est Abdulwahab Ben Mansour. Il y a un livre il y a d'autres livres qui sont sortis après lui qui expliquent de manière très détaillée comment ces provinces, entre guillemets, ont été gérées, ont vécu en relation parfaite avec le roi du Maroc. Alors j'ai eu le plaisir et l'honneur de regarder ce livre, enfin un de ces livres, publié par les archives royales et qui remonte sur les correspondances des différents sultans et rois depuis pratiquement 5 siècles. Et là, ça montre exactement ce que ça doit montrer. Alors, Mustafa Sahimi, c'est très intéressant, vous l'avez écouté, je sais que vous l'avez écouté, Madame Simou, c'est très intéressant d'écouter une réflexion d'un historien, d'une historienne qui est parfaitement au fait des choses. Alors, Madame Simou explique, par exemple, parmi toutes les choses, franchement, je vous recommande de regarder cet enregistrement, il est plus qu'intéressant. À la fin, alors elle donne un exemple, à la fin de la Reconquista, donc c'est-à-dire la reconquête de l'Espagne, de l'Andalousie par les Espagnols, les rapports de force ont été modifiés, le Maroc a été affaibli, ses côtes occupées, et avec le Maroc, dit-elle, son Sahara a aussi subi la domination portugaise, qui sont venus à Bouche d'Or et au Cap Blanc, l'actuel le Gouala. Que peut-on en conclure, même si la conclusion paraît évidente? Oui, peut-être d'abord ceci. Moi, je me réjouis que la direction des archives royales ouvre ses archives et communique. C'est extrêmement important. D'ailleurs, elle l'a expliqué longuement dans une interview qu'elle a donnée d'ailleurs à un hebdomadaire. Les archives sont là, nous faisons un travail de conservation, mais en même temps, les archives sont l'expression de titres historiques. Et il faut que donc les Marocains sachent exactement quels sont ces titres historiques. Donc ça, c'est un premier acte positif de fait de communiquer sur les archives et de les ouvrir, les sortir du huis clos des bibliothèques et essayer de leur faire prendre le grand air. Deuxième point, pour ce qui est de la question que vous avez évoquée, évidemment le Maroc, le sultanat, c'était l'empire chérifien, on l'appelait l'empire chérifien à l'époque, a subi les vicissitudes de l'histoire au cours des siècles. Donc l'occupation espagnole, l'occupation portugaise, etc. Puis est venue l'occupation, le protectorat français, etc. Et la difficulté pour le Maroc dans une optique de décolonisation, c'est d'avoir été confronté à 2 occupations coloniales. Problématique qui avait été soulevée par le doyen Georges Vedel, ancien doyen de la faculté de droit à Paris, qui était membre de la commission des juristes qui était à La Haye en juillet 1975 et qui avait relevé ce problème. Il a dit la difficulté, c'est qu'on n'a pas eu affaire à une seule occupation coloniale, il y en a eu 2, donc ça a compliqué le dossier. Dans les autres pays où il y a eu le retrait de la puissance coloniale, il y avait une puissance, il y avait retrait, donc l'État indépendant recouvrait la totalité de son indépendance. C'était le 3e axe de l'intervention de Mme Bahija Simou, le morcellement du territorial par le colonialisme. Le morcellement s'est fait du fait de circonstances historiques et du fait de la multiplicité des puissances coloniales. Autre point que je voudrais relever, la question du Sahara oriental. Oui. Elle n'est pas réglée. Alors, juridiquement, je sais bien, je suis juriste, il y a l'accord sur les frontières 1972 qui a été signé entre donc, le Maroc et l'Algérie. C'est un accord qui a été ratifié par l'Algérie, qui s'est empressé de le ratifier en 1973, publié au bulletin officiel algérien. Le Maroc ne l'a pas ratifié. Le Maroc l'a publié en 1992. Il y a une nuance entre la publication et la ratification. Pourquoi? Parce qu'en 1992, il n'y avait pas de Parlement. C'était une période intérimaire, 92-93, et le roi Hassan II, comme gage de bonne volonté, avait dit au président Chadli Bejdid, j'ai pas de Parlement, le Parlement est en sommeil encore pour 1 an, etc. Donc je vais faire cet acte-là de bonne foi, le publier au bulletin officiel. Juridiquement, la publication n'emporte pas les mêmes effets du point de vue de droit international que la ratification.
C'est important. Et nous avons donc... Donc c'est intéressant de revenir sur ces questions historiques parce que Mme Simon... J'y viens. Oui, mais rapidement parce que je voudrais donner la parole au Cheikh Khaïrouladani pour entendre son avis. Donc nous avons cet accord avec un bornage qui n'est pas fait sur une quarantaine de kilomètres. Maintenant, l'histoire. L'histoire, je vais vous donner un certain nombre d'éléments. J'ai une correspondance de Maréchal Lyautey, qui était résident au Maroc. Qu'est-ce qu'il dit en 1923 Il saisit le gouvernement français. Hein? Il dit, il n'est pas douteux qu'à cette époque, avant le protectorat, l'Empire chérifien étendait nettement son influence au sud de l'Algérie et coupait celle-ci du Sahara proprement dit, c'est-à-dire le Maroc, les oasis sahariennes de Touet, de Gourara, de Tigdelt, qui relevaient depuis plusieurs siècles du sultan du Maroc. L'autorité du sultan y a été rétablie en 1892. Autre élément. Il a fait que reprendre des documents, mais c'était un des correspondances adressées par les gouverneurs au ministre des colonies. Travaillait sur archives. Merci. J'ajoute un point, si vous le permettez, de 10 secondes. En 1934, la question de Tindouf s'est posée. Et elle a été rattachée, la ville Tindouf a été rattachée à la zone militaire dépendant du commandement militaire français au Maroc. Avant d'être placé sous l'autorité du gouverneur général algérien. On connaît ça. En 1956, non, mais il faut que les spectateurs le sachent. Oui. Les moins de 20 ans, si vous permettez. En 1956, au moment de l'indépendance, Tindouf était rattaché administrativement à quoi? À Agadir. Et nous avons encore des timbres de Tindouf avec des timbres marocains, etc. Tout ça pour vous dire qu'il y a des titres historiques et c'est intéressant que la direction des archives rende publiques ces archives-là. Alors, avec vous, Cheikh Khaïrouladani, si vous voulez commenter, vous le commentez, mais je voudrais aussi revenir avec vous. Je sais que vous êtes un spécialiste de l'Afrique, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est économie aussi. Alors, la plupart des dynasties qui sont succédées au Maroc étaient originaires du Sahara, nous dit Madame Simon, on le sait, mais elles ont assuré, c'est une remarque très importante, elles ont assuré la protection et la sécurisation des routes commerciales et des relations économiques. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Pardon? Même maintenant, le Maroc est en train de faire le même travail actuellement. C'était la question que j'allais poser justement. Ça veut dire deux choses, deux questions. Un, ce qui se passe actuellement et donc le prolongement de ce qui s'est passé, avant. Et deuxièmement, le fait qu'il y ait cette sécurisation des routes commerciales et de tout ce qui est relations économiques implique qu'il y avait un État, nation, fort, organisé, structuré, qui pouvait permettre cette sécurisation. Ouais. Mais écoute, moi, j'aimerais bien revenir sur une chose qui est très, très importante. On parle aujourd'hui... Vous savez, le Maroc, c'est l'un des premiers pays dans le monde arabo-musulman et en Afrique qui a développé ce qu'on appelle la sécurité nationale. En arabe, on parle de l'amn al-qawmi. La sécurité nationale marocaine, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans sa profondeur stratégique le concerne. C'est-à-dire le Maroc, toujours, il a ouvré dans le passé, dans le présent et dans le futur pour la stabilité et la sécurité du continent africain parce que nous sommes, comme il a dit Feu Hassan II, il y a une phrase qui célèbre, les racines du Maroc sont des racines africaines. Même c'est comme un arbre dont les racines sont en Afrique et les branches, c'est ça? Donc, les feuillages. Les feuillages en Europe. Comme ça. Il respire par son feuillage. Voilà. Donc, ces racines qui sont plongées en Afrique, il respire par son feuillage européen. C'est bien ça? Donc, tout à fait. Voilà, donc, et cette relation Maroc-Afrique, c'est une relation qui est historique, qui est sempiternelle, qui est une relation existentialiste. Donc, de fait, on comprend pourquoi toujours le Maroc a toujours un passé dans le continent africain, et notamment de l'Afrique de l'Ouest. Et de là, on peut comprendre pourquoi le Maroc, toujours, il participe sous les auspices des Nations Unies pour la paix et la sécurité dans plusieurs pays du continent africain, même l'Afrique du Sud. Le Maroc, il a participé, il a contribué dans l'indépendance de l'Afrique du Sud, à travers l'Angola, à travers Feu Hassan II et donc l'armement qui est parti du Maroc vers l'Afrique du Sud pour soutenir Mandela. Donc je pense aujourd'hui cette relation avec l'Afrique, c'est une relation aujourd'hui qui s'inscrit dans le passé. Aujourd'hui, avec les initiatives royales de Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc n'oublions pas qu'il y avait plusieurs visites de Sa Majesté qui dépassent les 40 visites dans le continent africain, plusieurs investissements dans le continent africain. Donc c'est-à-dire qu'il y a une télépathie
entre le Maroc et le continent africain. Et je ne vous cache pas, moi que j'ai voyagé, j'ai visité beaucoup de pays d'Afrique. Vous savez, Sa Majesté, c'est un leader africain, dans le sens propre du terme. Il n'y a pas un président qui ne souhaite pas rencontrer Sa Majesté. Il n'y a pas un président, ou bien un homme politique, ou bien un grand économiste, ou un grand professeur universitaire qui n'ait pas été épaté et aussi brillé par cette façon de gouverner, de gérer le Maroc d'aujourd'hui. Parce que le Maroc, sans pétrole, sans gaz, il arrive d'être un pays émergent. Regardez les chantiers, regardez les réformes au Maroc. Le Maroc, maintenant, en 2030, c'est la Coupe du Monde. Cette fois, le Maroc il a été attribué pour organiser la Coupe du Monde des féminins de U17 avec des chantiers colossaux. Voilà. Et donc, de fait, aujourd'hui, cette relation, le continent africain, c'est la profondeur stratégique du Maroc. C'est aujourd'hui, et on peut comprendre, comme il a dit M. Laïssaoui, c'est pourquoi nous sommes dans le prolongement stratégique, dans la projection de nos forces économiques et d'investissement financière. Le Maroc, le premier investisseur africain dans l'Afrique de l'Ouest, deuxième investisseur africain dans le continent africain, dans ce qu'on appelle la triangulation économique. Le Maroc joue un rôle très important, le pipeline du gaz du Nigeria à Maroc passant par 14 pays. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les provinces du Sud pour développer l'Afrique de l'Ouest. Il nous reste 5 minutes que je vais partager équitablement entre vous et Mustafa Sahimi. Vous vouliez réagir sur ce prolongement donc, qui se passait avant et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Sur le côté historique, ça remonte pratiquement jusqu'aux Almoravides, je pense, sous votre contrôle. Oui, si maintenant on veut parler du Maroc d'aujourd'hui, on ne peut pas l'extraire de sa position actuelle, de ce qu'il a vécu. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de pays ne connaissent pas cette profondeur que c'est Mustafa Sahimi, vous tout à l'heure, vous l'avez rappelé, parce qu'on est véritablement un pays qui a effectivement 12 siècles d'existence avec la ville de Fès, mais sinon on peut remonter à plus loin. Nous sommes un pays qui a pu travailler, qui a pu agir sur ses tribus, sur ses colonies, sur ses populations pour faire du Maroc un véritable tremplin entre le Maroc qui existe aujourd'hui et l'histoire récente. Et c'est ce qui explique aussi la force de ce pays-là, qui peut parler au nom de la Palestine, qui peut parler avec les Africains, qui peut offrir de grandes perspectives à tous ceux qui veulent mettre sa main avec la main des Marocains et aller de l'avant. Et je pense que le Maroc est véritablement aujourd'hui bien préparé pour jouer pleinement son rôle de pays émergent, de pays leader, que ce soit au niveau du football, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau tout simplement politique. Juste une remarque, on était en train de parler de l'histoire. Hein, donc oui, je parle de l'histoire. C'est dans 3 ans, dans 5 ans. Oui. Donc, pour revenir justement à l'histoire, j'ai vu que vous avez fait un balayage pour arriver justement à ce qui s'est passé, avant. Est-ce que là, on en est aujourd'hui, il nous reste... Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on le lit à travers l'histoire. C'est ça le plus important. Oui. Il faut qu'on comprenne. C'est-à-dire que ce n'est pas venu de nulle part, quoi. C'est ça, voilà, ça que ça veut dire, qu'il y a une véritable tradition africaine des différentes dynasties qui se sont succédées à la tête de l'Empire chérifien, comme vous l'avez rappelé, Mustafa Sahimi, et que finalement, la politique que nous voyons aujourd'hui, qui peut étonner pas mal de monde, dans le monde, et finalement... Elle a des racines. Elle a des racines. Si vous permettez rapidement, dernier le sujet legs de l'histoire est là. Mais le legs de l'histoire ne suffit pas. Sinon, ça devient une gestion nostalgique de l'histoire. Ce n'est pas le cas. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est le Maroc des ambitions. Des ambitions attestées par une vision des relations internationales, par l'attachement à un certain nombre de principes, paix, coopération, stabilité, etc., et par une capacité de projection et d'anticipation pour prendre position sur des grandes questions internationales, dont celle de la Palestine. Mais pourtant, vous y avez fait référence, je voudrais quand même vous interpeller là-dessus, vous avez fait référence à la Cour internationale de justice de l'AE 75, oui. où il y a bien montré, et ça c'est des documents qui sont aussi bien relevés que révélés par Madame Simo, qui montrent encore une fois ces liens d'allégeance entre la tribu sahraoui et les sultans et rois alaouites.
Oui, à ce moment-là. parce Donc que, c'est plus récent. C'est des documents qui ont été produits par la délégation marocaine et qui sont dans l'avis consultatif de la Haye du 16 octobre 1975, où il est fait expressément référence au lien d'allégeance. Donc des populations, allégeance auprès du sultan comme chef religieux, c'est extrêmement important. Ça, tout à fait. Et le chef religieux, donc, et ça allait loin, c'est-à-dire que c'était la moitié de l'Afrique occidentale, vous le savez. Il y avait encore, même dans des pays qui n'étaient pas dans l'Afrique occidentale, où il y avait encore la prière faite au nom du sultan. Du sultan, sans parler des courants commerciaux, des caravanes, des circuits, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a cette teneur religieuse, historique, etc. Mais aujourd'hui, c'est valorisé par une diplomatie dynamique qui prend en charge un certain nombre de questions internationales et qui apporte sa contribution, notamment en Afrique, coopération de Sud-Sud, changement climatique, la paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, contre l'immigration, etc., où nous sommes en première ligne, et ça fait partie des acquis, et ça, c'est le volontarisme de la politique royale, et c'est la vision du souverain. Dernier mot, 1 minute, petite poignée de secondes pour vous. Oui, écoutez, je vais revenir sur les déclarations, bien sûr, la communication de Madame Bahija Simo. Je pense aujourd'hui, le Maroc, lorsqu'on voit la politique de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la diplomatie donc, dans les affaires étrangères, comment le Maroc gère cet antagonisme à l'échelle internationale sur plusieurs dossiers, que ce soit dans le Moyen-Orient, dans le continent africain, nos rapports avec nos amis algériens et nos frères algériens. N'oublions pas les discours de Sa Majesté qui tend la main toujours à nos amis, à nos frères algériens. Donc ça montre qu'aujourd'hui, nous sommes voilà, la cause nationale, c'est une cause qui est juste. Et les archives que commencent aujourd'hui à travers Bahija Simo, on découvre certaines spécificités historiques et certaines historicités de ces documentations montrent aujourd'hui que, écoutez, on arrive maintenant par respect et parce que par une vision stratégique, donc on solutionne le problème avec nos frères algériens. Donc je pense aujourd'hui il y a une feuille de route tracée par Sa Majesté à travers donc une vision globale, holistique, où il y a donc l'histoire et aussi il y a le respect de la solidarité arabe et aussi de la fraternité, parce que n'oublions pas que Sa Majesté reste un être humain. Donc toujours, il est dans cette vision philanthropique, dans cette vision de restaurer, parce que d'ailleurs, n'oublions pas la constitution marocaine qui élève le Maghreb en tant que projet stratégique. Donc, et de fait, aujourd'hui, c'est très important de dire que ce pays-là, il a des valeurs, il a des principes qui dans l'histoire et qui restent dans le futur. Merci à vous trois. Merci Idriss Issaoui, merci Sherqa Roudani, merci Mustafa Shahimi. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.